Buenas tardes. Soy Diego Hidalgo, presidente desde su fundación de la Fundación Conferencia Anual Francisco Fernández Ordóñez, y quiero dar las gracias a todos por su asistencia, a todo el público. Quiero dar gracias a Prisa, que está aquí representada por su presidente y por su consejero delegado, por habernos traído al ilustre conferenciante Alain Manc. Y también quiero dar las gracias a Pilar Piñón, que es nuestra sponsor. El Instituto Internacional en España ha tenido a bien cedernos esta sala que se llama el Paraninfo, y me van ustedes a permitir una pequeña digresión de hace 60 años, porque este ha sido el Instituto Internacional, pero también el Colegio Estudio, donde Nacho Polanco y yo, entre otros, pasamos muchos años de nuestra vida. Y entonces la excentricidad es que hace 60 años yo tuve que subir aquí se estaba representando el auto de los Reyes Magos, de Ángeles Gasset, Jimena Menéndez Pidal y Cookie, y entonces yo era paje de un rey mago. Tenía un vestido que parecía más bien al de un botones de hotel que al de un paje, y tuve que recitar la poesía que todos los de estudio sabéis bien, esa de «Caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él. Cuando el silencio tenía todas las cosas del suelo y coronada de hielo reinaba la noche fría, en medio la monarquía de tiniebla tan cruel, caído se le ha un clavel». Y entonces había una gran ovación si el clavel encestaba en el pesebre del niño Jesús, y un abucheo en caso contrario. Bien, muchas gracias por permitirme esta digresión. El desarrollo del acto es que Pedro Solbes va a presentar a don Alain Manc. La duración de sus intervenciones es libre, pero en fin, pensamos que Pedro va a tardar quizá 10 minutos, un cuarto de hora. 10 minutos, está bien. Y Alain, el tiempo que él quiera. Después en las butacas podrán mantener un debate con el público, y entonces para ello hemos entregado unas hojas para que ustedes formulen sus preguntas y las recogerán las azafatas. También hemos dejado en sus asientos una hoja para que, si lo tienen a bien, cumplimenten sus datos personales y les podamos mantener informados de las actividades de esta fundación y de otras fundaciones hermanas, que también tienen aquí a sus presidentes, como la Fundación Transición Española, FRIDE, el Club de Madrid, el Centro Internacional de Toledo para la Paz, DARA Internacional y otras. Y, por último, quiero agradecer a la colaboración de las personas que con su trabajo voluntario ayudan a la Fundación con la web, los envíos, el archivo, la prensa, los diseños, las invitaciones y la organización de la conferencia. Esta conferencia trata de mantener viva, y lo consigue, la memoria que, por otra parte, otros muchos hacen de nuestro inolvidable Paco Fernández Ordóñez. Y quiero agradecer a Marta Fernández Santo, a Pilar Sánchez Millas, biógrafa de Paco, a María Golfín, a Carlota Escribano, Mario Mateos, Ana Martiningui, Matías Tellez, Rebeca Weidler y Mau Lloret, y muy especialmente a Pablo de la Cueva, sobrino carnal de Paco, que es el secretario general y el alma de la Fundación, y también retrospectivamente a Andrés Ortega, que fue el primer secretario general y que también tenemos aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Cuando hace unas semanas Diego Hidalgo me planteó que ejerciera esta noche como presentador de Alain Manc, es verdad que mi respuesta fue un sí inmediato, no tomé ni siquiera un par de segundos para pensarlo. Las razones eran obvias. Había participado en muchas de estas conferencias de forma pasiva, y hacerlo de forma más activa este año me parecía de alguna forma obligado, también lógico. Primero por mi colaboración y vinculación con Diego en los últimos meses, pero también porque era una excelente ocasión para recordar a Paco Fernández Ordóñez y lo que significó para muchos de nosotros.
Esta conferencia anual es una de las actividades en las que también Diego se encuentra implicado. Diego es uno de esos hombres que ha dedicado su enorme energía en estos últimos años a este tipo de actividades, intentando crear o convertir ideas brillantes en realidades concretas, siempre con el noble, aunque yo creo que en muchos casos frustrante objetivo, de modernizar la sociedad civil en nuestro país. Y reconozco que no siempre lo conseguimos. En este punto seguramente Paco Fernández Ordóñez y Diego Hidalgo estarían totalmente de acuerdo. De Paco puedo hablar, como muchos otros, como espectador de su actividad referida a la aportación a la transición, pero tuve además una vinculación especial con él durante más de 5 años, entre octubre del año 85 y abril del 91, como secretario de Estado para Asuntos Europeos, en su periodo como ministro de Asuntos Exteriores. Coincidió con el momento de nuestra entrada en la entonces Comunidad Europea. Era un momento apasionante, en el que la transformación de nuestra política exterior iba de la mano de los cambios legales y de fondo de nuestro modelo económico y yo diría que también político. Al hacer referencia al Paco de aquellos años, me gustaría destacar algunos elementos. Sin duda alguna, el primero y fundamental, el de su tolerancia. Yo creo que ese concepto era común a muchas otras personas en el periodo de la transición, pero es verdad que esa virtud impregnaba toda su actuación, todo su día a día. Junto a eso destacaría su espíritu modernizador. Tenía claro que si la transición era el paso necesario para poder ser como los demás en términos formales, la entrada en Europa ponía a nuestra disposición la plantilla de cambios y recursos necesarios para conseguirlo. Nuestra política exterior, en su concepto, debía cambiar, abriéndonos radicalmente al mundo. Europa era también la palanca que nos serviría no solo para cambiar respecto al exterior, sino también para pasar de esa economía cerrada en la que vivíamos a una economía más abierta. Y Europa dedicó, Paco, yo diría que la mayor parte de su actividad en sus años como ministro de Exteriores. Los ajustes de la posnegociación, el acta única, los marcos presupuestarios, el inicio de una incipiente política exterior y de seguridad común, la primera presidencia española, fundamental para el futuro de Europa y para la moneda única, y todo lo demás. Y todo ello lo compatibilizaba evidentemente con un esfuerzo excepcional para la redefinición de nuestra política exterior, eso sí, basada en un enfoque europeo, en el que pretendíamos, y yo creo que en parte lo conseguimos, que América Latina y el Mediterráneo jugaran también un papel relevante. Pero nunca olvidó la relación transatlántica. Yo diría que la Conferencia de Madrid sobre Oriente Medio, posibilitada por ese doble enfoque europeo, mediterráneo y también transatlántico, fue su gran éxito personal. Es verdad que estuvo facilitado por la figura relevante también de Felipe González, clave en la Europa de estos años y tras quien siempre estaba Paco Fernández Ordóñez. Como colaborador suyo agradecí siempre la facilidad que tenía para crear un entorno de trabajo cómodo, muy ligado a su enorme generosidad y la capacidad que tenía para delegar en los que trabajábamos con él. Y destacaría su capacidad para distinguir lo fundamental de lo accesorio, su inclinación natural a plantear únicamente las confrontaciones imprescindibles, su flexibilidad formal, que sin embargo se transformaba en firmeza cuando tocábamos temas fundamentales. Paco entendió, yo creo que como nadie de nuestra clase política en aquellos años, el papel de los medios de comunicación. Sabía de la importancia de vender lo que hacía. Siempre estaba dispuesto a hablar con cualquier medio, pero sobre todo siempre había pensado e incluso redactado con meticulosidad la frase y el mensaje que en cada momento quería transmitir. Siempre fue su mejor jefe de prensa. Reconozco que su maestría me resultó enormemente útil en mi experiencia posterior en múltiples aspectos, pero la verdad es que nunca fui capaz de seguirle, muy a pesar mío, en este punto concreto. Y Paco era un hombre preocupado por el futuro, por el de España, y para alguien que creía y vivía día a día la aldea global, por supuesto, del mundo.
Hoy nos habría acompañado encantado para escuchar a Alain Mink y conocer de primera mano sus puntos de vista sobre el momento que vivimos. Con la presencia de Alain Mink se sigue la línea de invitar a personalidades de relevancia internacional que pueden aportar nuevas visiones sobre los puntos más candentes del debate actual. Y hay que reconocer que los retos a corto y medio plazo son realmente excepcionales. Los europeos vivimos tal vez uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. La crisis no ha mejorado nuestra posición en el mundo. Más bien pienso que lo contrario es más correcto. En Alain Mink se mezclan una serie de componentes para que su presencia aquí, en estos momentos, sea idónea. Francés, pero con antepasados no franceses. Inspector de finanzas un poco atípico, lo que garantiza un background técnico y político de alto nivel, pero sin ejercer actividades en la función pública desde hace muchos años, aunque toda su obra esté impregnada de su interés por lo público. Empresario de éxito, que le permite jugar un papel relevante en un ámbito tan sensible y tan importante como el de los medios de comunicación en Francia. Pero también actúa como asesor de empresas, entre otros lugares en nuestro país, lo que imagino le ha ayudado a entendernos algo mejor. Escritor prolífico, y todo ello compatible con sus actividades de asesoramiento político que hoy lleva a cabo con el presidente Sarkozy. Para su presentación me gustaría destacar, sin embargo, un aspecto fundamental y es su aspecto de escritor. Sus publicaciones son ingentes. Comienza a finales de los 70 con un libro en aquel momento claramente novedoso, dedicado a la informatización de la sociedad. Desde entonces edita prácticamente un libro por año, la mayor parte de ellos con gran repercusión en términos de opinión pública. Posiblemente su éxito radica en la actualidad, cuando no la premonición de los temas elegidos. El futuro, en un sentido amplio, ha sido uno de sus temas de preocupación. La sociedad igualitaria, pero también el futuro del capitalismo, la globalización, la sociedad tecnológica o el impacto de los medios de comunicación en la democracia han sido objetos de su atención. En el año 2001 publicó su obra Capitalismo.net, recogiendo en este título dos de sus leitmotivs en los últimos años: el papel de la economía del mercado, por una parte, y el impacto de la revolución tecnológica. Dedica esa obra a analizar la globalización, mundialización, reflejo en su concepción del fenómeno de creciente predominio del mercado, tanto en el ámbito geográfico, a nivel mundial, como en el de las actividades afectadas. El mayor peso del mercado ha sido una verdadera revolución. Sin embargo, tras la crisis, cabe preguntarse si el equilibrio mercado-acción política sigue siendo el mismo que en el año 2001, cuando él escribió este libro. Compartiría su tesis del que el mercado, en conjunción con la revolución tecnológica, supone un gran cambio a nivel global. El capitalismo empresarial, dominado por accionistas y consumidores, es una sustancial variación respecto al equilibrio entre fuerzas sociales y políticas creado en la posguerra y dominante en la Europa occidental. Pero tal vez los poderes públicos no han compensado o no han evitado los fallos de mercado. Será interesante escuchar lo que tras la crisis, o yo diría, aún en crisis, piensa Alain Mink sobre este punto fundamental. Comparto con él la visión schumpeteriana de que el capitalismo genera en la sociedad una tensión que es al mismo tiempo constructora y destructora, y que el nuevo modelo hacia el que vamos exige un nuevo pacto social, superando posiblemente la visión clásica de la socialdemocracia. Pero esas ideas planteadas hace no demasiado tiempo siguen siendo válidas, de alguna forma se han acentuado, posiblemente sí. En 2008, y por tanto sin haber podido tomar en cuenta el impacto de la ruptura del sistema financiero, publica una obra sobre el mundo que viene, en la que subraya que el cambio de modelo, imprescindible desde la caída del comunismo, no acaba de emerger. Es tal vez la crisis iniciada en el 2007 el detonante de ese cambio, o, y es lo que yo pienso, es solo la salida a la superficie de algo latente desde el avance del proceso de mundialización
y el papel creciente jugado por los países emergentes, especialmente en Asia. Francia ha sido también objeto de su preocupación. Recordemos su obra Francia en el año 2000 y sobre todo su Historia de Francia, obra no convencional, escrita por un no historiador y que suscitó una cierta polémica en su país. El pensamiento económico ha sido otro de sus temas favoritos. Su trabajo sobre Keynes en el año 2000, con un título realmente provocador, Une sorte de diable, sigue a un trabajo anterior sobre la historia del pensamiento económico. De sus libros recientes me parece especialmente sugerente el que publica en el año 2009 bajo el título 10 jours qui ébranleront le monde. 10 hechos imaginarios, todos ellos posibles, incluso algunos de ellos con un sustancial grado de probabilidad, le ayudan a reflexionar sobre temas que considera fundamentales en el momento actual. El papel de los países emergentes, y no solo en el comercio o en la economía, sino también en la política, y en el importante campo de la dependencia energética, la inestabilidad creciente en el Oriente Medio, el cambio del peso relativo de Estados Unidos a Europa y dentro de Europa de cada uno de sus países, el impacto que todo ello, en especial el avance de los emergentes asiáticos, tendría en la geopolítica mundial, y se centra también en otros ámbitos como el problema de la disgregación que suponen los nuevos nacionalismos, el cambio que las nuevas tecnologías implican respecto a los sistemas clásicos de formación de opinión y comunicación, el impacto de esas nuevas tecnologías en el equilibrio actual y especialmente, y aquí de nuevo, el papel de Asia, y son todos temas de primera magnitud para intentar entender y, en su caso, poder actuar sobre el futuro. Y llego a su último libro, Une histoire politique des intellectuels. Lo ha publicado este mismo año. Y es un conjunto de retratos de personalidades de la historia de Francia, desde el despotismo ilustrado hasta el momento actual. Dice en su preámbulo que su libro nace de intentar buscar las razones profundas de los pensadores, los intelectuales, dice él, a partir de la affaire Dreyfus y su impacto en la historia. Pero su objetivo no es pacífico y, como en casos anteriores, pretende generar debate y se interroga por qué los intelectuales franceses, desde hace decenas de años, piensan siempre de forma cada vez más equivocada. Yo creo que con esta provocación la discusión está servida. Y no puedo terminar esta presentación sin destacar otro elemento fundamental de la personalidad de Alain Menck: su actuación comprometida en el ámbito público. No rehúye a la polémica. Toma partido y defiende con convicción sus puntos de vista. Su opción sobre el problema del envejecimiento, la necesidad de aumentar el IVA, dice él en su momento, la utilización en público del burka, en el que ha participado, debate en el que ha participado activamente en Francia, como lo ha hecho también sobre las declaraciones del Papa por las decisiones adoptadas por el gobierno francés. También sobre España ha hecho sus comentarios en el Círculo de Economía en Barcelona hace algunas semanas, y todos ellos son buenos ejemplos de esa capacidad que tiene para provocar el debate y el diálogo. Hoy Alain Menck nos abrirá nuevas expectativas y nos dará material para el debate y la reflexión, en un momento en que no solo se está redefiniendo el modelo político y económico mundial a nivel global, sino también temas más específicos, como qué democracia queremos y cuál es el papel de los medios en la misma, qué Europa queremos o qué estamos dispuestos a hacer para que Europa siga desempeñando un papel relevante a nivel mundial. Él cree en Europa, como yo creo en Europa. No sé si creeremos exactamente en las mismas cosas, pero en todo caso sí creemos en esa idea fundamental. En todo caso, estoy convencido que Alain Menck no nos defraudará en la exposición que va a hacernos a partir de este momento. Muchas gracias. Merci de votre accueil si amical. C'est très bizarre qu'un ami de l'Espagne comme moi parle français, mais j'espère que vous me pardonnerez de m'exprimer dans ma langue. Au fond, je me définis souvent, et il y a ici beaucoup d'amis, en particulier Juan Luis, je crois que je suis le plus félipiste des Français.
Donc c'est une forme de complicité avec nombre d'entre vous. Et les hasards de la vie m'ont permis, il y a très longtemps, d'avoir un long débat intellectuel avec Paco Fernandez Ordonez. Et je m'étais dit, l'Espagne est un des rares pays à fabriquer des hommes politiques qui soient aussi des intellectuels. C'était un débat riche et profond, et donc de pouvoir à mon tour et modestement, à travers l'exposé que je vais vous faire, lui rendre un hommage, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Alors j'ai choisi un titre dont j'ai mesuré en rencontrant des journalistes cet après-midi qui m'interrogeaient sur cette conférence, que c'était un titre absurde et fou aux yeux de gens de 40 ans, puisque j'ai dit « Soyons fiers d'être Européens ». Et je persiste et je signe. Je crois qu'ici, il y a beaucoup d'Européens, mais je pense qu'il ne s'agit pas simplement d'être Européen de manière prospective. Je vais essayer de défendre devant vous le fait que notre modèle est sans équivalent et sans égal, et que le jour où nous commencerons à être fiers de l'Europe et à l'assumer comme telle, je pense qu'une partie du chemin sera faite. En effet, je crois qu'une de nos faiblesses est l'autodérision. Et la manière dont nous avons le sentiment, au fond, pour employer des termes hegeliens, de penser que nous qui étions hier des sujets de l'histoire, nous sommes aujourd'hui de simples objets. Ceci alimenté par un syndrome du déclin, en partie vrai, la démographie, l'économie et les difficultés, évidemment, que nous vivons aujourd'hui en termes de croissance. Or, ma conviction absolue, c'est que si on regarde un modèle de développement en termes de liberté, de justice, de démocratie, d'équilibre entre protection et compétition, entre égalité et efficacité, le modèle, je dis bien le modèle, est le modèle européen. Je laisse évidemment de côté ces confettis de l'histoire que sont l'Australie ou le Canada, même si ce sont de gros confettis de l'histoire, et je me remémore simplement une chose. Il y a 20 ans, quand on demandait à quelqu'un quel est l'espace le plus libre, le plus démocratique, le plus protecteur, il répondait bien sûr les États-Unis. Or, je crois qu'aujourd'hui, l'espace le plus libre, le plus démocratique, et je vais essayer de le démontrer, le plus protecteur, c'est l'Europe. Aussi vais-je me livrer à un hymne à ce modèle, et je vais le faire en 7 mouvements par goût du nombre d'or. Premier mouvement, je crois que nous sommes le paradis des libertés, et que nous le sommes vis-à-vis des États-Unis, à une exception près, qui tient au premier amendement de la Constitution américaine, qui est évidemment la liberté d'expression. Encore qu'au-delà de l'affirmation de principe, quand on regarde la réalité concrète, on peut noter qu'au moment de l'affaire des caricatures de Mahomet, les Américains étaient beaucoup plus complaisants pour céder sur la liberté d'expression que nous ne l'avons été, nous, pays européens. Mais si je laisse de côté cet aspect-là en termes de liberté, et que je prenne quelques autres illustrations. Je ne parle même pas de la peine de mort, qui est une évidence, mais je prends la politique répressive. Je ne sais pas si vous avez en tête qu'il y a aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, 738 prisonniers pour 100 000 habitants. Il y en a 95 en Allemagne, 148 au Royaume-Uni, 85 en France. C'est une vision de la société, la politique répressive. Si vous pensez aux textes qui ont suivi Guantanamo et au Patriot Act, voté, il faut toujours l'avoir en tête, par tous les sénateurs américains, 60 pour, 39 abstentions, 1 contre, un seul contre. Je n'ai pas le sentiment qu'au moment où il y a eu en Angleterre les attentats de Londres, ou ici l'attentat d'Atocha, des anicroches au système démocratique aient été faits. Et j'ai encore en tête le soir de l'attentat d'Atocha, le discours de votre roi, qui a dit que l'honneur de la démocratie, c'est de se battre avec les armes de la démocratie et de ne pas s'en créer d'autres. Et de ce point de vue, je crois que l'exemple était encore européen. Si on parle de liberté des mœurs, qu'il s'agisse du mariage gay, qui aurait pensé que cette terre de mission catholique, la vôtre, serait le premier ou le deuxième pays d'Europe à accepter le mariage des homosexuels?
Qui aurait pensé qu'en termes de mariage informel, parce que vous êtes très en avance, mais dans les autres pays existe un mariage informel des homosexuels, en termes d'adoption, en termes de conception de vie et de la mort, en termes de relation à l'avortement, en termes de suicide assisté, l'Europe est toujours une terre plus libre. En termes même d'immigration, l'Europe, on l'oublie, accueille autant d'immigrés que les États-Unis, d'immigrés légaux, de l'ordre d'1 million par an. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Europe reçoit 9 fois plus de demandes d'asile que les États-Unis. 9 fois plus, ça en dit très long. Pourquoi 9 fois plus? Parce que l'espoir d'être accepté est plus grand. Si sur ces 350 000 demandes d'asile par an, seules 75 000 sont acceptées, c'est néanmoins la terre où les demandeurs d'asile politique sont le mieux accueillis et le plus respectés. Alors pourquoi toujours plus de liberté? Pour une évolution des valeurs, c'est la même partout dans le système démocratique. Pour une raison, à mon avis, qui est qu'il existe une contagion entre pays de la liberté à l'intérieur de l'Union européenne, de la même manière que dans le modèle économique, il existe un alignement sur le plus compétitif, et que notre système européen fabrique nécessairement un alignement sur le plus libéral des 27. Et que donc, de ce point de vue, encouragé par une compétition entre les institutions européennes, et les anciens commissaires ici présents le savent mieux que moi, le jeu très particulier et très libéral du Parlement de Strasbourg, il y a une compétition dans la marche à la liberté en Europe qui est l'équivalent de la compétition à la réussite économique liée au grand marché. Et ceci fabrique un homo europeanus que je crois dont on ne mesure pas à quel point il est cohérent, en particulier évidemment à l'intérieur de l'Europe continentale. Deuxième mouvement de ce modèle européen, la relation à la religion. L'Europe n'a ni Dieu ni maître. Les États-Unis ont Dieu et donc un maître. Il n'y a pas de mainmise religieuse aujourd'hui sur l'Europe. Le goût du progrès et du progrès scientifique est demeuré entier. L'Europe demeure rationaliste et cartésienne à un dérapage près, qui est celui non pas des environnementalistes, mais des écologistes les plus radicaux. L'Europe est en pleine sécularisation, alors que les États-Unis sont de plus en plus religieux. Ici, les temples et les églises se vident. Là-bas, il existe un marché des religions, avec une compétition entre religions. Ici, la politique est de plus en plus laïcisée. Aux États-Unis, Dieu est de plus en plus omniprésent. En Europe, malgré les divers régimes juridiques, concordat dans certains pays, loi sur la laïcité en France, régime spécifique des religions en Allemagne, il y a une homogénéité de comportement qui consiste à dire la religion appartient à la sphère privée, elle est pleine et entière, mais elle n'est dans la sphère publique qu'un acteur parmi d'autres. Et les églises, au fond, sont devenues dans nos pays des organisations non gouvernementales spirituelles, mais ce sont des ONG, ce ne sont pas des acteurs politiques. Quelle différence avec les États-Unis, où vous mesurez bien que la dernière guerre faite par les Américains en Irak a été faite au nom de Dieu, où les Christian born again sont devenus une force déterminante de l'équation politique, et où, enfin, il n'y a pas de meilleur exemple que le débat à propos du progrès scientifique, qui fait que les États-Unis vivent aujourd'hui avec 17 États sur 50 qui ont des doutes sur l'enseignement du darwinisme, que le débat sur l'enseignement du créationnisme demeure ouvert dans la plupart des États, et que s'il est apparu une forme douce de créationnisme, qui est ce qu'on appelle l'intelligent design, c'est-à-dire le darwinisme préagencé par Dieu, globalement, ce qui est un oxymoron. Il ne peut pas y avoir de darwinisme préagencé par Dieu. Mais cet intelligent design a abouti à aujourd'hui mettre sur la défensive tous les rationalistes darwiniens. Et donc, de ce point de vue, il est clair que notre sécularisation nous donne un espace de liberté que le poids croissant de la religion aux États-Unis ne donne pas. Et je n'ajoute, au titre de ni Dieu ni maître, je ne parle pas d'un autre maître qui est la dictature américaine du politiquement correct,
qui a franchi l'Atlantique, mais Dieu merci atténué par le vieux fond de scepticisme qui est celui de nos vieux pays, et qui fait que quand il s'agit de la repentance dans l'histoire, quand il s'agit des excès dans le mythe du respect d'autrui, quand il s'agit de dire qu'on ne parle plus d'histoire africaine sans employer des mots spécifiques, nous avons fait les pas qu'il fallait faire, mais nous sommes demeurés en réalité voltairiens. Et je suis de ceux qui pensent qu'être voltairien demeure quand même un atout de l'intelligence. Troisième mouvement qui va vous paraître encore plus provoquant peut-être, la démocratie européenne est la plus achevée, et plus achevée que la démocratie américaine. Si vous prenez 4 critères de la démocratie, la qualité du suffrage universel, l'indépendance à l'égard des pouvoirs non politiques et en particulier de l'argent, le fonctionnement des checks and balances, des pouvoirs et contre-pouvoirs, et enfin l'efficacité du système politique, l'Europe fonctionne mieux que les États-Unis, car là aussi, entre les 27, il y a une forme de contagion de la vertu. Et je reprends mes 4 critères. Le suffrage universel. Quel est le pays d'Europe, même parmi les adhérents récents à l'Union, même les plus récents, comme la Bulgarie ou la Roumanie, quel est le pays d'Europe qui aurait pu affronter les élections de Floride de l'an 2000, des listes d'inscrits incertaines, des pressions sur les électeurs, des machines à voter qui ne fonctionnent pas? Et la Floride n'était pas un accident. N'oublions pas le débat qui a failli avoir au moment de l'élection de 2004 sur le comté ultime de l'Ohio qui pouvait faire basculer le nombre de grands électeurs du côté de John Kerry et qui malheureusement ne l'a pas fait basculer. En réalité, le tout dans un pays, il ne faut jamais l'oublier, où il y a au mieux 50% de votants par rapport à des inscrits qui ne représentent pas 100% de la population. La démocratie américaine en termes de suffrage universel est une démocratie du tiers-monde. Les élections au Brésil qui vont se dérouler fonctionnent à certains égards mieux qu'aux États-Unis. Et ce n'est pas de l'anti-américanisme de dire ça. Les Américains que nous connaissons les uns et les autres, donc plutôt ceux de la côte Est, disent et pensent la même chose. Le poids de l'argent et des lobbies. Pas besoin de... Je vous conseille, si vous voulez avoir une merveilleuse leçon d'éducation civique en la matière, non pas de lire des théories, mais de regarder cette merveilleuse série télévisée américaine qui s'appelle West Wing. Et on verra que le fonctionnement politique aux États-Unis, et c'est bien une des difficultés de l'administration Obama, c'est que vous achetez les votes à la Chambre des représentants et plus encore au Sénat contre des contreparties politiques en termes de budget, en termes d'avantages pour les lobbies que les sénateurs défendent individuellement. Regardez l'immense débat sur l'interdiction des armes. Et enfin, avec un mélange d'intérêts qui a atteint un point hallucinant avec la position très particulière de M. Cheney, ancien chairman et CEO d'Haliburton, détenteur encore de ses stock options Haliburton pendant qu'il était vice-président des États-Unis et qui a parrainé l'octroi du contrat irakien de services non militaires, c'est-à-dire la privatisation en fait d'activités militaires au profit d'Haliburton sans appel d'offres. Quel est le pays d'Europe, de la vieille Europe? Aucun, et même de la nouvelle Europe, même dans la Pologne d'aujourd'hui, une telle chose ne serait pas possible. Et je ne parle pas de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis du mois de janvier, qui met fin à la limite que les entreprises avaient en matière de financement des campagnes électorales et qui donc va accroître mécaniquement le poids de l'argent dans la vie politique américaine. Par rapport à ça, nous les Européens, nous avons dans la plupart de nos pays des règles, sauf en Grande-Bretagne, qui est plus proche du système américain, mais qui s'alignera comme toujours sur les continentaux à la fin de l'histoire, qui fait qu'il y a quand même, dans certains de nos pays, et ça se répandra, des limites aux dépenses de campagne électorale, des limites à la publicité politique, et enfin, même si le lobbying se développe, et les habitués de Bruxelles, que certains d'entre vous sont, le savent mieux que quiconque, le lobbying à Bruxelles est un lobbying d'enfants
à côté du lobbying adulte qui se déroule à Washington. Et d'ailleurs, les entreprises américaines doivent se rééduquer pour faire du lobbying à Bruxelles, parce que si elles le faisaient comme elles le font à Washington, ce serait extraordinairement contre-productif par le sentiment de violence qui s'en dégagerait. Donc, de ce point de vue, je crois que notre démocratie fonctionne mieux. Et elle fonctionne même mieux en termes d'équilibre, en réalité, du système politique. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis est très impressionnant. Il y a aujourd'hui, pour que le pouvoir exécutif puisse remplir sa tâche, il faut que le parti qui détient l'exécutif détienne au moins 60 sièges au Sénat. Pourquoi pas 50 plus 1 sur 100 sénateurs? Parce qu'il faut 60 sièges pour empêcher le filibustering. Et vous avez lu comme moi à longueur de page dans le Washington Post ou le New York Times le sentiment qu'il y a aujourd'hui que le système politique américain se grippe. Au fond, dans chacun de nos pays, avec des constitutions différentes, le pouvoir exécutif fonctionne. En France, il est monarchique, mais c'est une monarchie élective. Ici, c'est une démocratie parlementaire. En Allemagne, une démocratie parlementaire. En Angleterre, une démocratie parlementaire. Mais à peu près partout, les pouvoirs exécutifs fonctionnent et le verdict électoral change ou non de majorité. Je crois que derrière ce fonctionnement différent, il y a un basculement plus important. Au fond, il y a un demi-siècle, dans l'immédiate après-guerre, les deux grands partis américains étaient d'accord sur l'essentiel et en désaccord sur l'accessoire. Il suffit de regarder la polarisation idéologique américaine, l'émergence de ce mouvement qui est bien plus à droite que n'importe lequel des partis d'extrême droite européens, qui est le Tea Party, pour mesurer qu'aujourd'hui les Américains ne sont plus d'accord sur l'essentiel. Or, nous, c'est l'inverse. En réalité, et pour une bonne part à cause de la disparition du facteur communiste sur la scène européenne, quelles sont les différences entre l'économie sociale de marché prônée par les partis de centre-droit et la social-démocratie prônée par les partis de centre-gauche? Elle est même si ténue que la grande coalition allemande a pu fonctionner dans une harmonie totale et faire les réformes nécessaires qui permettent aujourd'hui à l'Allemagne d'avoir retrouvé son allant. Donc paradoxalement, l'Europe, terre politique violente historiquement, alors que les États-Unis n'étaient pas une terre politique violente, est en train de devenir beaucoup plus unanimiste, beaucoup plus homogène, beaucoup plus consensuel. À partir du moment où il y a un consensus sur l'essentiel, il est bien clair que la tension du système politique ne peut que descendre. Quatrième mouvement de cet hymne que vous trouvez peut-être excessif, mais ça alimentera notre débat, de nature économique. Le plus riche n'est pas nécessairement celui qu'on croit à l'intérieur du monde occidental. Oui, le PIB par habitant est très supérieur aux États-Unis à ce qu'il est dans l'Europe des 27, de 30 à 40%. Mais si on juge, évidemment, si on prend l'Europe des 15, l'écart est beaucoup moins grand. Mais si on juge un système économique, pas à cet indicateur un peu fruste qu'est le PIB, mais en termes d'équilibre, protection, compétition, ou efficacité-égalité, notre modèle est le plus équilibré. D'abord, déjà, petite remarque, ne nous laissons pas emballer par les éditoriaux du Wall Street Journal expliquant que l'entrepreneurship américain fabrique une croissance qui écrase la croissance européenne, inhibée par les règles, les réglementations et l'absence d'énergie. C'est vrai que le taux de croissance des États-Unis de 1996 à 2005 a été de 3,3% contre 2,3% en Europe. Mais si on tient compte de la démographie, nécessairement, évidemment meilleure aux États-Unis qu'en Europe, le taux a été de 1,83 aux États-Unis par tête contre 1,95 en Europe. Donc les choses sont déjà, même sur ce simple critère, qui n'intègre pas les facteurs d'équilibre locaux aussi simples. Deuxièmement, l'Europe a défini un modèle tout à fait différent. Elle mesure sa richesse. Est-ce que ça pourra durer? Ce sera une partie de notre discussion. Elle mesure sa richesse à l'argent et au temps libre.
Et l'arbitrage est évidemment très différent de l'arbitrage américain. Je vous donne 3 chiffres. En 1960, les Européens travaillaient 200 heures de plus que les Américains, 2148 heures contre 1956. En 1975, ils travaillaient autant, 1850 contre 1826. Aujourd'hui, les Européens, et mon pays est recordman en la matière évidemment, 1578 heures contre 1775 de l'autre côté de l'Atlantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Européens ont choisi un modèle où ils estiment qu'une partie de la richesse est le temps libre. C'est un modèle d'une nature différente. Enfin, point évident en termes de fonctionnement, efficacité, égalité, quid en termes d'égalité? En 1975, là je prends l'exemple de mon seul pays, je n'ai pas le chiffre européen, mais il ne doit pas être loin, au moins pour l'Europe continentale, le pourcent le plus riche de la population avait la même part du revenu national aux États-Unis et en France, soit 8%. Cette part est montée aux États-Unis à 14% en 1990, à 22% en l'an 2000, à 24% en 2005. En France, elle est restée stable à 8%, et je pense qu'il en est de même dans à peu près toute l'Europe continentale. En réalité, vous avez d'un côté un modèle d'accumulation tel que Marx l'a décrit à certains égards, sauf qu'il ne génère pas de lutte de classe. C'est en ça que la prophétie marxiste ne s'applique pas aux États-Unis. Et vous avez ici quelque chose de très particulier qui est l'économie sociale de marché. Et je passe sur cette chose étonnante qui fait que le monde entier a légitimement applaudi le président Obama d'avoir réussi à introduire la loi sur le healthcare. Mais les miséreux Européens que nous sommes vivons depuis 1945 et 1950 pour certains avec une loi sur le healthcare. Donc, de ce point de vue, il est clair que nous avons un modèle que je considère comme plus équilibré. Reste que ce modèle est menacé, j'y reviendrai évidemment, par la concurrence des grands acteurs, et que ceci doit nous conduire à des adaptations en termes de réforme des retraites, en termes de réduction de nos déficits budgétaires, en termes d'efforts en matière d'offres plutôt qu'en matière de demande, de réforme de nos systèmes de redistribution. Mais ce sont des concessions à faire à l'évolution du monde qui sont des concessions modérées. Et il n'y a pas de ce point de vue, à mes yeux, de meilleur exemple que ce qui a été fait par le chancelier Schröder en Allemagne. Après le poids que les Allemands ont payé de la réunification, il ne faut jamais oublier que l'Allemagne a couru sur la piste économique avec un sac de sable de 1000 milliards d'euros d'endettement pour reconstruire les Länder de l'Est. Le modèle allemand avait besoin d'être réformé. Les réformes Schröder n'ont pas mis fin au modèle allemand. Ils n'ont pas transformé l'Allemagne en un espace reaganien ou thatchérien, mais elles ont été suffisantes pour permettre à l'Allemagne, aujourd'hui, d'avoir retrouvé, en termes compétitifs, un avantage important. Et donc le caractère limité des réformes nécessaires montre, 1, qu'il faut les faire, et 2, que notre modèle peut survivre. J'ajoute enfin en matière économique, et je parle sous les auspices d'un ex-commissaire aux affaires économiques, que nous avons des dérèglements macroéconomiques, mais ils sont moins inquiétants que les dérèglements américains, pour une bonne et simple raison, c'est que nous avons de l'épargne en Europe continentale, de l'ordre de 15% annuellement du produit intérieur, alors que les États-Unis viennent juste de retrouver une légère capacité d'épargne. De ce point de vue, évidemment, le Royaume-Uni est du côté américain plus que du côté européen. Et je passe sur un dernier élément que les analystes financiers finiront peut-être par comprendre, puisque l'intelligence peut peut-être venir même aux analystes financiers, qui est que l'endettement d'un espace ne se mesure pas uniquement à l'endettement des dettes souveraines, mais à la somme de la dette souveraine, de la dette des entreprises et de la dette des particuliers. Et que quand on prend la somme des trois, l'endettement des États-Unis est de très loin supérieur, 3 à 4 fois, à l'endettement de la zone euro. Et que donc, de ce point de vue, je crois qu'il y a une solidité intrinsèque, on y reviendra peut-être, de la zone euro. 5e mouvement, je vais être plus rapide sur ce point, qui participe de, je crois, de la fierté de notre modèle, ce que je pourrais appeler le prosélytisme de la vertu.
Monsieur Kagan, vous savez, avait lancé au moment de la guerre d'Irak ce concept qui était les États-Unis sont un hard power, l'Europe est un soft power, les États-Unis sont Mars, l'Europe est Vénus. Oui, les États-Unis sont Mars, encore que c'est un Mars assez affaibli puisqu'ils ne peuvent pas mener deux guerres à la fois, dès lors qu'il n'y a plus de conscription, ce qu'il ne faut jamais oublier. Mais nous sommes Vénus, en effet. Alors Vénus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous croyons, peut-être naïvement, nous Européens, à l'exemplarité, que ce soit en matière d'environnement. Depuis le protocole de Kyoto et le refus du Congrès américain de le ratifier, c'est l'Europe qui est leader en matière d'environnement. Le paquet climat-énergie de 2008, 20% d'amélioration de l'efficacité énergétique, 20% d'énergie renouvelable, 20% de réduction des gaz à effet de serre en 2020, et même 30% s'il y a un accord international, se voulait un exemple pour le monde entier. C'est une leçon pour le soft power que nous sommes, quand les États-Unis, pour des raisons qui tiennent au lobby, et quand la Chine et l'Inde, pour des raisons qui tiennent à leur ambition de développement, ne veulent pas accepter notre exemple, nous restons prisonniers de notre rêve. Mais il n'empêche que nous avons cru et que nous croyons à l'exemplarité. Quand il s'agit de l'aide au tiers-monde, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, l'Europe, la nôtre, contribue à 55% de l'aide directe dans le monde, dont 60% en Afrique. Et pour ce qui est de l'Afrique, je voudrais que vous voyiez à quel point nos systèmes d'aide sont différents. 90% des exportations africaines vers les USA et la Chine sont des exportations de ressources naturelles, matières premières, minerais, pétrole, et 10% de produits manufacturés. Pour l'Europe, le chiffre est 60% de ressources naturelles et 40% de produits manufacturés. Or, chacun voit bien que la capacité d'accepter des importations de produits manufacturés est une contribution au développement des pays pauvres, bien plus simplement que de les payer pour le simple usage de leurs matières premières. Enfin, qu'il s'agisse de gouvernance mondiale, je vous rappelle quand même que ce sont les Européens qui ont souhaité la mise en place de la Cour pénale internationale qui fonctionne et qu'il y a eu maintes restrictions américaines liées à la crainte des États-Unis de voir leurs soldats aux quatre coins du monde inculpés. Qu'il s'agisse de gouvernance économique, quand il s'agit de défendre la réforme du FMI, la création du G20, un fonctionnement un peu plus ferme de l'OMS, l'Europe est toujours en pointe. Naïf peut-être, certes, mais toujours en pointe et quand même arrivant à exercer une certaine influence. Sixième élément de cet hymne à l'Europe, qui vous paraîtra peut-être alors encore plus surprenant, un miracle institutionnel quotidien. Je voudrais simplement, par rapport à ceux qui disent que l'Europe ne fonctionne pas, et on en parlait avant la conférence, rappeler un simple fait. Au moment de la crise des dettes souveraines, l'Europe a décidé un plan de 1 000 milliards de dollars. Ce plan a été voté par 27 parlements nationaux en un mois. 2 ans auparavant, le plan TARP avait été rejeté par la Chambre des représentants, avec les conséquences qui ont été une aggravation de la crise financière, a été voté ultérieurement et a mis plusieurs mois à être en route. Alors évidemment, nous fonctionnons comme un crabe. Notre fonctionnement est maladroit, peu clair, peu lisible et par secousses, et souvent se fait dans des réponses à des crises. C'est vrai qu'il existe une contradiction entre deux conceptions de l'Europe. La vieille conception de Jean Monnet, le plan Monnet, dont la Commission est l'expression, et puis une autre conception qui est une espèce d'héritage gaulliste lointain, qui est le plan Fouché, c'est-à-dire l'Europe du directoire des grandes puissances, et dont, de ce point de vue, Nicolas Sarkozy s'est fait le héros, par la manière, le héros RAUT, pas le héros mythique, par la manière dont il a géré l'Europe pendant la présidence française, c'est-à-dire par un directoire et une homogénéité de comportement des grands États. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus si c'est le plan Fouché ou le plan Monnet ou la somme des deux. Mais d'une certaine manière, on peut s'amuser intellectuellement à dire qu'on ne peut pas lire à longueur de temps que le monde contemporain est le monde des réseaux, que le fonctionnement des sociétés contemporaines est un fonctionnement cybernétique, que tout effet fabrique un contre-effet, qu'Edgar Morin a fait l'éloge de la complexité et ne pas penser
que l'Europe, de ce point de vue, par sa complexité, est à certains égards extraordinairement moderne. Alors c'est une modernité paradoxale, mais ça l'est. Comment imaginer qu'un espace de 500 millions d'habitants peut fonctionner suivant les règles simples de la fédération américaine telle qu'elle ressortait des pères fondateurs et de la Convention de Philadelphie? En fait, nous savons très bien que l'Europe a avancé par des actes volontaires et des actes involontaires. Et ceux d'entre vous qui ont fréquenté ce grand moment qu'a été la Commission d'Europe, la Commission de l'Or, le savent mieux que quiconque. Acte volontaire, l'euro. Construction politique extraordinaire dont les Américains et les Anglo-Saxons n'ont toujours pas accepté l'existence conceptuelle. Et de l'autre côté, acte involontaire, l'élargissement mal maîtrisé. Avec évidemment, même dans la manière dont ça s'est fait, ce réflexe bizarre qui était que le chancelier Kohl ne voulait pas que la frontière orientale de l'Europe soit la frontière orientale de l'Allemagne, comme si les concepts d'espace stratégique avaient encore un sens dans un monde où il n'y a plus de guerre, Dieu merci, sauf économique. Mais nous sommes donc le résultat d'actes délibérés et d'actes non délibérés. Mais les actes délibérés ont été majeurs. Rappelons-nous quand même que quand il y a eu la crise en 2007 et 2008, qui a réagi le premier? Le président de la Banque centrale européenne, le 7 août 2007. La Fed a mis une semaine à comprendre. Quel a été le premier plan, en réalité, qui a permis, après l'effondrement de Lehman, de sortir du trou au moment de la rupture? Le plan concocté par l'Eurogroupe et le Royaume-Uni, lorsqu'ils se sont réunis à Paris, où la boîte à outils technique a été inventée par le Trésor britannique et la mise en musique politique par la présidence française. Les États-Unis n'ont fait que suivre. Donc, en tant que gestionnaire de l'espace économique mondial, l'euro n'est pas toujours à la traîne. La zone euro a même, à un moment clé, été pionnière. Reste que, et ceci ramène à un sujet très instantané, que, en effet, le monde anglo-saxon n'admet pas qu'une construction politique puisse gagner sur les marchés. Donc le monde anglo-saxon n'a pas compris, n'a jamais admis la construction qu'est l'euro. Il l'a subi, il a gardé une distance silencieuse, mais évidemment tout ceci est apparu au moment de la crise de la dette souveraine du printemps dernier. Et est apparu avec des raisonnements dont le simplisme était estomacant. Deux exemples, un qui concerne le pays le plus difficile de l'Europe et l'autre un sentiment que je me permets d'avoir sur votre propre pays qui fait que je n'ai jamais eu la moindre inquiétude sur la dette espagnole. Dans toutes les notes d'analystes, dans toutes les notes des agences de notation sur la Grèce, il était dit « la Grèce ne supportera pas la dose d'austérité requise ». Et aucune de ces notes ne faisait allusion à l'économie souterraine. Or, chacun sait qu'en Grèce, l'économie souterraine est entre 40 et 50% du produit intérieur. Évidemment que grâce à l'économie souterraine, la Grèce allait accepter la dose de rigueur, puisque cette rigueur s'appliquait à la moitié de l'espace économique. Et que se passe-t-il? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à part quelques grèves de rang normal, la Grèce est en train d'entrer dans le cheminement qui lui a été défini. Quant aux inquiétudes absurdes sur la dette espagnole, qui faisait que les Anglo-Américains pensaient que si vous aviez un problème de refinancement de votre dette, l'euro allait éclater. Mais ils ne regardent pas une chose qui est un formidable atout compétitif de l'espace continental. Nous avons ce produit merveilleux d'exportation qui s'appelle la TVA. Alors évidemment, c'est très difficile, c'est très politiquement coûteux d'augmenter la TVA, mais des pays dotés d'une TVA peuvent à tout moment échapper à la faillite. Les États-Unis ne s'en rendent pas compte, ils n'ont ni TVA ni taxe sur l'essence. C'est beaucoup plus difficile d'augmenter instantanément. Je connais le prix politique de l'augmentation de la dépense publique, mais nous avons des armes qui font que pour autant qu'il y ait une volonté
Et dans votre cas, je connais assez l'orgueil espagnol pour n'avoir jamais imaginé une seconde que vous ne prendriez pas les mesures nécessaires pour que votre dette puisse être normalement refinancée. Eh bien, cette vision un peu plus sociologique, un peu plus culturelle, les Anglo-Américains sur la zone euro ne l'ont pas et en restent à une vision idéologique. Mon pronostic, et je ne sais pas si Pedro Solbes le partage, mais on pourra en discuter, c'est que dans les 2 ans qui viennent, ce n'est pas une crise de l'euro qu'on verra, mais une crise du dollar. Car il y a un moment où la réalité sera plus forte. Dernier élément de cette hymne trop élégiaque peut-être à l'Europe, donc une restriction mentale, nous sommes seuls. Notre modèle est seul. Pourquoi ? D'abord, l'Occident n'existe plus. Les États-Unis ne sont plus un pays occidental, ils sont un pays monde. Et ils sont devenus l'expression du syncrétisme du monde entier, par leur simple composition sociologique. Pensez à ce que seront les États-Unis dans 20 ans, quand les élites sino-américaines auront remplacé les élites juives et quand les élites indo-américaines auront remplacé les élites WASP. Évidemment, la map-monde politique devant leurs yeux ne sera pas la même. La map-monde des Américains dirigée par les WASP de la côte Est et conseillée par les Juifs de la côte Est était une map-monde tournée évidemment vers l'Europe. D'ores et déjà, la map-monde de M. Obama n'est pas la même. Les Européens se plaignent qu'ils ne les traitent pas avec considération et que cet aristocrate à l'allure royale les regarde comme des Untermenschen, diraient les Allemands. Ce n'est pas le sujet. M. Obama nous regarde comme une grosse Suisse. Pour lui, il nous regarde comme nous regardons la Suisse. C'est un pays de vacances, civilisé, merveilleux, adorable, mais qui n'est pas un acteur du monde. Et c'est normal. Il est le premier président des États-Unis à marquer ce passage, et pas seulement parce qu'il est noir. Ce n'est pas le fait d'être noir. C'est d'une certaine manière son cosmopolitisme personnel qui est fascinant et qui d'ailleurs est admirable. Il est le premier président d'un pays monde et non plus d'un pays occidental. Ceci signifie, et je l'ai dit en parlant des valeurs, que autrefois l'Occident, c'était la convergence des valeurs, des intérêts militaires et les divergences économiques. Aujourd'hui, notre relation avec les États-Unis se fait de moins en moins sur la convergence des valeurs, se fait pour maintenir l'ordre face au terrorisme sur une certaine solidarité militaire, mais uniquement à cause du terrorisme, et se fait en revanche par notre égoïsme commun de pays riches, par une solidarité économique face aux pays émergents, et on le voit bien dès qu'il s'agit du Doha Round et de négociations internationales. Mais le lien substantiel, le lien physique, le lien biologique entre les États-Unis et l'Europe ne cesse de se réduire d'année en année. Premier élément qui fait que notre plus vieil allié n'est plus qu'un ami. Deuxièmement, la montée, pour parler en termes économiques, des puissances mercantilistes. Vous connaissez la théorie économique mercantiliste, il n'y a pas de meilleur exemple du mercantilisme que la Chine. Et d'une certaine manière, demain, l'Inde. Il est clair que le modèle de ces pays mercantilistes est totalement aux antipodes du nôtre et qu'il n'y a aucune raison qu'ils nous suivent ou qu'ils nous imitent. Alors, qui nous ressemble ? Je laisse de côté la Russie revenue à l'époque du pouvoir tsariste, c'est-à-dire un pays où il n'y a pas d'entrepreneurs, où en réalité la bourgeoisie est ce que Marx appelait une bourgeoisie comprador, c'est-à-dire une bourgeoisie de rentiers et de profiteurs, mais pas d'entrepreneurs, à la différence de la Chine, et qui est un pays pris dans une ambivalence permanente entre l'Occident et l'Orient, avec un pouvoir autocratique accepté et reconnu. Bon, ce n'est pas notre modèle qui prévaudra. Alors, qui nous ressemble ? Eh bien, bizarrement, uniquement les pays d'Amérique du Sud, et évidemment au premier rang le Brésil. Et là, vous avez une chance insigne que nous, Français, militants de notre médiocre francophonie, nous jalousons. Comprenez, nous croyons que la francophonie, c'est de parler avec quelques Québécois et avec quelques Gabonais. Vous avez cette chance insigne, qui est un don de Dieu, qui est l'hispanidad, d'avoir 50 millions de citoyens des États-Unis qui parlent espagnol, et d'avoir ce bassin qui désormais est culturellement, économiquement, mentalement le plus proche de nous,
qui est le bassin d'Amérique du Sud, c'est pour vous un atout stratégique, politique, majeur, et que vous jouez, je trouve, avec beaucoup de talent, mais qui sera dans le temps qui vient un atout de plus en plus important. Alors, dans ce monde-là, et ce sera ma conclusion rapide, j'ai été trop long, ce modèle, pour survivre, aurait besoin quand même de quelques actes supplémentaires. Premièrement, d'accepter de faire les concessions exigées par la course à l'efficacité. Mais comme je l'ai dit, ce sont des concessions marginales, tolérables et acceptables. L'exemple allemand le montre. Deuxièmement, ce serait dans un univers où nous sommes en face d'acteurs mercantilistes de défendre les grandes entreprises, non pas nationales, mais européennes. Il n'y a pas d'entreprise espagnole, allemande, française, italienne. Il y a des entreprises européennes. Et je pense qu'il faut préparer ou réfléchir à une manière de golden share européenne qui nous mettra à l'abri, le jour venu, d'attaques qui arriveront d'investisseurs qui ne seront pas les investisseurs du Golfe. Les investisseurs du Golfe, ce sont les bourgeois du XXIe siècle. Ils veulent des dividendes, du respect et de la considération. Mais ce seront des investisseurs chinois, des investisseurs russes. Il ne faut jamais oublier qu'à un moment donné, la Russie a failli entrer à 25% au capital de ADS et que ça a été arrêté très juste. Donc, nous avons un problème de défense de nos grandes entreprises. Il y a évidemment un sujet de défense militaire minimale, mais je le dis en passant parce qu'il est tellement incompatible avec les restrictions budgétaires. Et puis, il y a un immense sujet, qui est notre véritable handicap, c'est que nous n'avons pas, sauf les Britanniques, d'université de rang mondial. Mais là, nous n'avons qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes. Je veux dire, c'est pas plus difficile de fusionner une école de management à Paris et une école de management à Barcelone que de faire une fusion d'une entreprise de tabac espagnole et d'une entreprise de tabac française. C'est pas plus difficile de fusionner l'école polytechnique et le Polytechnicum d'Heidelberg que de faire EADS. Or, aujourd'hui, la puissance, c'est la capacité de former les élites du monde entier. Où se forment les élites du monde entier ? Dans ces usines admirables que sont les grandes universités américaines de l'Ivy League et accessoirement, grâce à cet espéranto qui est devenu l'anglais, à Oxford et Cambridge. Et de ce point de vue, notre incurie est inacceptable. Nous avons fait beaucoup plus, beaucoup mieux et des choses beaucoup plus difficiles que de fusionner des universités entre elles. Mais, et ce sera mon dernier mot, la meilleure chose que nous pouvons être pour être efficaces, c'est changer notre paradigme. Il est temps de passer d'un paradigme d'humilié à un paradigme de fierté. Je vous remercie. Vamos a, en primer lugar, agradecer a Alain Menck su excelente exposición. Como imaginábamos, ha suscitado numerosos puntos de debate y yo creo que podemos dar paso a este coloquio introduciendo las preguntas que se nos plantean. La primera pregunta es, aparte de agradecer y felicitarle por sus reflexiones, dice que el hambre no espera. ¿Qué puede hacer Europa frente al verdadero reto del mundo, que es acabar con la vida indigna en muchos países, plantea, y conseguir las prioridades definidas en los objetivos del milenio? Ahora bien, se plantea también ese tema. Cuando hablamos de los objetivos del milenio, ¿están siendo útiles o estamos perdiendo el tiempo definiendo objetivos cifrados concretos? Evidentemente hay un punto que es la situación de el hambre en el mundo, de las dificultades en muchos ciudadanos,
¿Y es suficiente con esta actuación, sí o no, y cómo se percibe? Je crois que les objectifs du millénaire sont une autre illustration de ce que j'appelais le prosélytisme de la vertu, car en la matière, les Européens jouent un rôle leader. Et j'en voudrais comme dernier exemple, un exemple qui date de ces 2 derniers jours, c'est-à-dire votre président du Conseil, la chancelière allemande et le président français ont, sans faire rire, demandé une taxe sur les transactions financières. Petite, 0,005. N'oublions pas que c'était quelque chose qui nous paraissait à tous impossible il y a 10 ans. Et que la réponse que moi j'ai faite dans 1000 colloques, c'était « c'est une idée très sympathique mais impraticable ». Eh bien, après la crise, ça n'est pas du tout incertain. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que il fallait sauver le système financier. Je veux dire, un monde. Le système financier, c'est l'oxygène. Donc, c'était sauver le monde que de sauver le système financier. Et les États et les gouvernements l'ont fait très bien. Je veux dire, si en 1930, les États et les banques centrales avaient fait ce qui ont été fait là par les États et les banques centrales, la BCE la première, il n'y aurait pas eu la crise de 1930 et il n'y aurait peut-être pas eu le nazisme. Mais il va bien falloir que le système financier ait mauvaise conscience, et je le dis devant de grands banquiers ici. Il faut payer une contribution. Il va bien falloir faire quelque chose, je veux dire. La politique, c'est tout de même de rendre acceptables des choses qu'il faut faire mais qui peuvent choquer. Alors, il y a eu tout le débat sur les bonus. Mais simultanément, on est bien obligé de maintenir des bonus élevés sous peine de perdre la matière grise financière. Donc, je pense qu'au fond, une petite taxe un jour sur les transactions financières, qui sera répercutée sur nous tous, c'est-à-dire sur les consommateurs, et tant mieux, pourra peut-être exister. Eh bien, ça sera la réponse au fait que les crises budgétaires que nous vivons ne permettront pas une hausse de l'aide directe au développement. Donc il faudra inventer de nouvelles ressources et je crois que les pas dans ce sens ont des chances ou peuvent être franchis. Si je peux me permettre de faire un coq à l'âne sur un point que je regrette de ne pas avoir dit, sur nos difficultés actuelles et les restrictions budgétaires. Nous avons aujourd'hui tous un problème d'endettement autour de 80% de notre PIB. Il faut toujours avoir en tête que si nous n'avions pas été lâches pendant 30 ans, nous n'aurions aucun problème à payer le prix du sauvetage du système qui représente 20% d'endettement du PIB. Notre endettement, c'est quoi ? C'est 60%, je prends les 60% de Maastricht, et les 20% de sauvetage du système. D'où viennent les 60% ? Ils viennent du fait que depuis 30 ans, depuis 1980, nous avons en réalité additionné dans tous nos pays une somme de micro-lâcheté. Et donc ne disons pas que nous allons souffrir parce que nous payons le sauvetage de notre système. Nous allons souffrir parce que nous allons payer maintenant 30 ans de micro-lâcheté. Enfin, souffrir, très modérément. Muchas gracias. Dos preguntas vinculadas con Europa y sobre el futuro de Europa. La primera se basa en una reflexión de Felipe González y qué opina sobre ella cuando dice que la ralentización del progreso de Europa y su lentitud actual frente a otras áreas del planeta, que según él miran al futuro con unas perspectivas de progreso más rápidas, se puede producir o no se producir o no, y especialmente el papel de Latinoamérica ahí. Sobre Europa también hay una segunda pregunta, y es que usted ha hablado de la mala gestión de la ampliación de la Unión. Y según se plantea, esto se debe a que no debería haberse producido más tarde, en condiciones más estrictas, y en ese contexto,
¿qué pasa con la Europa del futuro? ¿Qué pasa con la actual política de vecindad y qué va a suceder con Turquía, con Ucrania y con Bielorrusia? Je pense que Felipe avait un merveilleux moyen de lutter contre son pessimisme, c'était d'accepter la proposition que lui a faite le président de la République française de présider le Conseil européen. Et je suis bien, parce que c'est un fait historique. Nicolas Sarkozy avait pensé à Tony Blair d'abord, et il a dû renoncer à Blair à cause de la guerre d'Irak. Et certains ici le savent bien, la proposition, son idée était que ce soit Felipe González. Donc, c'est la seule chose pour laquelle je lui en veux. Je trouve qu'il y aurait eu une figure emblématique à la tête de l'Europe. Ce qui ne veut pas dire que M. Van Rompuy fait un mauvais travail. Il fait, avec beaucoup de discrétion, un travail intelligent et efficace. Ce qu'il dit sur l'Amérique latine, c'est ce que je disais. L'Amérique latine est une chance pour l'Europe et elle est une chance pour vous, plus que pour quiconque. C'est une région avec laquelle les liens de substance affectifs, culturels, religieux, idéologiques sont les plus proches. Et donc, je crois que c'est pour nous un espace allié avec lequel nous devons évidemment jouer au maximum. Mais ce n'est pas à vous qu'il faut le dire. Enfin, les grandes entreprises espagnoles colonisent l'Amérique latine et cette fois-ci le Brésil avec plus de succès qu'il y a 6 siècles et avec beaucoup d'élégance et de discrétion. Et elles ont bien raison. Je veux dire, c'est une réserve de puissance formidable, formidable. Alors, sur l'élargissement, il y a 2 sujets différents. Il y a l'élargissement passé et l'élargissement futur. Je pense, moi, je suis de ceux qui ont toujours pensé que l'élargissement devait aller de pair avec la construction d'un cercle institutionnel de ceux qui ont fait plus, c'est-à-dire les mêmes qui ont fait l'euro et Schengen, à un pays près. Et que tout aurait été plus simple s'il y avait un noyau de 15 pays qui avaient des liens entre eux plus forts que le simple traité à 27, fût-ce le traité de Lisbonne. Pour 1000 raisons, ça n'a pas été fait. Dans les élargissements qui ont suivi, nous avions une dette à l'égard du monde ex-communiste, il fallait la payer. Je crois qu'on est allé trop vite pour la Bulgarie et la Roumanie et qu'on n'a pas tout à fait réfléchi. Par exemple, on a quand même accepté de faire entrer avec ces 2 pays dans l'Europe 2 pays dont les pouvoirs publics sont corrompus, ce qui est contraire à notre philosophie même de l'Europe. Ils y sont, il faut faire avec. Pour les élargissements futurs, là on joue avec des gros dominos, on n'est plus aux échecs à jouer avec des pions comme la Bulgarie et la Roumanie. Je veux dire, l'Ukraine ou la Turquie, ce sont des grosses pièces. Je suis très hostile, pour ma part, à l'élargissement à l'Ukraine et à la Turquie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où, à ce moment-là, l'Europe bascule dans une zone de libre-échange. Si on accepte l'Ukraine, pourquoi ne pas accepter la Russie ? Alors évidemment, il y a des gens qui voulaient que la Russie entre en Europe, mais c'est quand même difficile de penser que la frontière orientale de la Sibérie est la frontière de l'Europe. Donc je pense qu'il faut avoir des accords de coopération et que ça n'a aucun sens. Dès lors, c'est toujours la même chose. Si nous avions un cercle plus fort à 15, nous pourrions être plus généreux à 27. Mais malheureusement, notre premier cercle est à 27. Et ceci se pose a fortiori pour la Turquie. La Turquie, par sa place, a vocation à être dans le 2e cercle de l'Europe. Si le premier cercle était à 15, elle pourrait être sans difficulté dans le cercle des 27. Dès lors, à mon avis, que le premier cercle est à 27, on ne peut pas faire entrer la Turquie. Qu'est-ce qu'une Europe dont la frontière orientale est la frontière de l'Iran et la frontière de l'Irak ? Je veux dire, la géographie, ça existe. Alors il faut traiter la Turquie avec tout le respect qui lui est dû, il faut faire des accords de coopération, il faut probablement faire une zone de libre-échange économique, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte à ce moment-là une zone de libre-échange en termes de mouvement de personnes. Malheureusement, là aussi, l'Europe a avancé sans réfléchir. On a ouvert les négociations avec la Turquie en la faisant rêver
d'une façon qui fait qu'aujourd'hui, tout pas en arrière est perçu par ce peuple fier comme une injure. Mais on est allé trop vite et on a créé une situation inextricable. Alors, et puis en plus, quand il s'agit de la Turquie, il faut que nous reconnaissions notre schizophrénie. Nous voulons que la Turquie soit de plus en plus démocratique. Et quand on regarde le résultat du référendum de dimanche, on est très content qu'en effet la Turquie nous ressemble de plus en plus. Mais on sait aussi que plus elle nous ressemble, plus elle s'islamise. Et que donc la laïcité qui est en nous fait que nous avons une sympathie que nous n'osons pas avouer pour le kémalisme. Et donc nous sommes schizophrènes vis-à-vis de la Turquie, disons-le franchement. C'est-à-dire nous adorerions une Turquie démocratique et laïque. Alors la Turquie, elle est historiquement dictatoriale et laïque, ou démocratique et un peu moins laïque. Alors, on n'est pas en Iran, mais enfin, M. Erdogan est un politique d'une très grande qualité et il joue très habilement sur les deux tableaux. Mais on ne peut pas à la fois avoir la Turquie qui prend les positions qu'elle prend vis-à-vis de l'Iran et au même moment dire qu'elle doit entrer dans l'Union européenne. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Alors, les Européens jouent un rôle dans la négociation avec l'Iran majeur. Ils sont d'ailleurs plus fermes que les Américains. Alors, comment on fera si la Turquie est en Europe alors que la Turquie était pour l'accord de retraitement nucléaire avec l'Iran? Donc, je crois que la Turquie doit être un immense membre associé de l'Union européenne, mais pas un membre de l'Union européenne. Comme par hasard, ce sont nos amis britanniques qui sont pour l'élargissement. Pourquoi? Parce que nos amis britanniques veulent une Europe efficace, libérale et molle. Et nous, nous voulons une Europe efficace, libérale et dure. Muchas gracias. En la pregunta siguiente se plantean dos temas. Uno que tiene que ver con la sostenibilidad de los modelos sociales y por otra parte de, digamos, la naturaleza de la democracia. La pregunta es, ¿son sostenibles los modelos americanos y europeos con el modelo asiático que prima la eficiencia económica frente a los valores democráticos y sociales en una economía cada vez más global? Je crois déjà qu'il faut distinguer l'Inde et la Chine. En Inde, la démocratie a précédé le marché. Et ça, c'est l'immense réussite de la colonisation britannique. Le legs démocratique en Inde fait par les Britanniques est admirable. En Chine, il n'est pas évident que le marché précède la démocratie. Donc, je crois qu'on ne peut pas regarder du tout de la même manière l'Inde et la Chine. L'Inde vit avec des check and balances. C'est un pays avec lequel nous partageons quand même beaucoup de choses. La Chine, c'est une question, personne n'a la réponse. Je veux dire, moi, je peux, comme chacun de vous, faire la liste des questions sur la Chine. Est-ce que le marché conduira à la démocratie? Est-ce que le marché peut être durablement cohérent avec un système dictatorial? Est-ce que le fait que la Chine ait été historiquement tournée vers elle-même perdurera? Est-ce que la Chine voudra passer d'une modestie réelle à une humilité feinte, et d'une humilité feinte à un impérialisme discret, puis à un impérialisme ostensible? Aucun d'entre nous n'a la réponse. Aucun d'entre nous n'a la réponse. Cela dit, nous ne sommes en cette affaire que des spectateurs. Les Chinois n'attendent pas nos avis pour choisir entre l'invasion de Taïwan ou une démocratie. Il y a des choses... Je veux dire, il ne faut pas s'en... Nous ne déclinons pas, les autres progressent. Bien sûr que notre part dans l'économie mondiale régresse, mais elle ne régresse pas parce que nous nous appauvrissons, elle régresse parce que les autres progressent. Mais ça n'est que la loi de l'histoire. Je veux dire, quand la domination économique d'Amsterdam s'est effacée au profit de Londres et celle de Londres au profit de New York, c'était tout à fait la même chose. Je veux dire, le centre du monde capitaliste migre. Et aujourd'hui, il a migré vers l'Asie, et c'est très bien. Sobre la sostenibilidad del modelo social europeo, ¿quieres hacer algún comentario?
en un contexto globalizado? J'ai dit ma conviction profonde. Il y a des efforts à faire, mais ce sont des efforts mesurés. Aujourd'hui, la zone euro, et Pedro Sabes le sait mieux que quiconque, la zone euro n'a pas de problème de déficit des paiements. Certains de nos pays en ont, mais pas la zone euro. Donc, sur le plan monétaire, nous tenons. Sur le plan budgétaire, nous avons une épargne importante que les Américains n'ont pas. Nous avons en effet une compétition qui s'aggrave sur certains secteurs industriels. Et l'Allemagne va le vivre, parce qu'à un moment donné, la rente allemande sera contestée par les progrès chinois et indiens. Mais nous avons des pans entiers de notre économie qui sont à l'abri de la concurrence internationale, tous les pans des services en particulier. Donc, nous ne sommes pas, à mes yeux, à vue humaine, menacés d'effondrement sous la pression d'une concurrence exacerbée. Reste qu'il manque une lutte de classe à l'échelle internationale. Et ce propos marxiste va peut-être vous surprendre. Tout irait mieux s'il y avait plus de grèves en Chine, plus de syndicats en Chine, tout irait mieux s'il y avait plus de social-démocratie au Brésil, et tout ira peut-être mieux en Europe, à l'intérieur de la petite Europe, si les syndicats allemands ont la force d'imposer au patronat allemand des hausses de salaire dans les années qui viennent. Les Allemands ont accepté une politique salariale restrictive pour préserver et retrouver leur compétitivité. De là, la faiblesse de la consommation allemande. La consommation allemande ne peut augmenter, non pas par des transferts, vu la politique budgétaire, mais que par des augmentations salariales qui permettraient aux autres pays européens de récupérer une partie de leur handicap de compétitivité interne vis-à-vis de l'Allemagne. Et donc nous devons tous être des militants de cœur du DGB. La anterior pregunta sobre las declaraciones de Felipe González había una segunda parte que no he leído porque está en la otra parte del papel, que decía que también defendió la legalización de las drogas. ¿Sería esta una de las claves para hacer un mundo más seguro? Les anciens chefs d'État ont été obligés d'être tellement responsables quand ils étaient au pouvoir qu'ils ont un droit temporaire à l'irresponsabilité. Pasamos a otro tema nuevamente sobre Europa. ¿Qué es lo que hacemos mal en Europa? ¿Qué provoca que no tengamos más poder en el mundo? ¿Qué deberíamos hacer para tener y ser más poderosos en el futuro? Si on parle en termes de puissance, il nous manque évidemment quelque chose qui est un instrument militaire. Il n'y a pas d'instrument militaire en Europe. Il y a encore un bout d'armée britannique, encore un bout d'armée française, deux petites forces nucléaires, et puis c'est tout. Pour le reste, nos armées ressemblent à des policiers. Alors ça, il est clair que quand vous pensez que l'armée britannique peut projeter sur un théâtre international au maximum désormais 20 000 hommes et l'armée française 12 000, ce n'est pas avec ça qu'on fait la police en Iran. Quand vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, la commande militaire que les pays du Golfe, Arabie Saoudite et pays du Golfe, viennent de passer aux États-Unis. 120 milliards de dollars. Mais pensez à ce que va être l'armée aérienne, l'aviation saoudienne. Mais ils regarderaient les avions espagnols, français ou anglais comme nous regardons des miséreux. Je veux dire, militairement, nous n'existons pas. Nous n'existons pas. Or, les dépenses militaires ne peuvent pas être débudgétisées et la situation budgétaire, de ce point de vue, est un tempérament. Donc, nous ne serons pas une puissance militaire. Donc, pour en revenir à ce que j'ai dit, nous devons utiliser au mieux les armes d'une soft puissance. Muchas gracias. Yo querría ya agradecer en nombre de todos los asistentes a la señora Len Meng su intervención, la respuesta a las distintas preguntas que se les han planteado. Invitar a todos ustedes a tomar ahora una copa en el jardín y un aplauso para el señor Meng. Muchas gracias.